Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tomisland.net. Bonjour, émission La CAD du 29 septembre. Nous sommes dimanche le 29 septembre, il est 19h30. Donc, selon toute probabilité, vous écoutez cette émission-là lundi le 30 septembre 2013. On est à un peu plus d'un mois des élections municipales. Dans le dimanche 3 novembre prochain, votre municipalité ira reconduire ou renouveler son administration publique, vos arrondissements aussi, pour ceux qui vivent dans des plus grandes agglomérations. Merci de nous écouter. La CAD, c'est mon émission ad lib. Mon nom, c'est Daniel Quimper. Je suis le facilitateur du tomisland.net. Le tomisland.net, c'est un petit réseau d'espace web avec sa petite TV, Barricade TV. L'émission du dimanche, le show du dimanche, la CAD, c'est une émission que j'essaie de conduire dans une perspective d'habilitation communautaire, de prise en charge citoyenne. Ça a comme objectif ambitieux ou pas, c'est à vous de décider, de vous inviter à faire mieux que nous, de faire mieux que moi, c'est-à-dire de vous lancer dans la production d'informations ou de contenus divers. Là, vous êtes des internautes, vous savez à quel point l'offre de contenu est variée sur Internet. J'ai extrêmement mauvaise mémoire pour ceux que c'est la première fois qui m'entendent le dire. Donc, je me fie beaucoup sur mes fiches. En général, quand je tourne quelque chose pour Barricade TV, je m'incline et je fais la lecture parce que sinon, il y a trop de digressions. Les émissions, la CAD, prennent de plus en plus de temps à tourner, à faire, à monter, tout ça. Je vais essayer de réduire, de concentrer un peu l'émission, la présente émission. Aujourd'hui, on parle de politique municipale. Les 2 dernières semaines, c'est comme si on avait tout fait pour éviter le sujet. À ce coup-ci, on en parle, on va en parler de manière en politique large, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le mois, qu'on avance vers les élections, on va pouvoir cerner des intérêts, des enjeux qui sont plus soit de proximité subjective, qui ont rapport avec des thèmes précis, ou soit qui ont rapport avec la proximité territoriale. On va parler évidemment du plateau Mont-Royal un peu plus que de d'autres agglomérations, que de d'autres arrondissements, pardon, aussi un petit peu du quartier Myland pour faire plaisir à notre monde, puis c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on est sur le terrain, c'est ici qu'on sent la fébrilité aussi face aux élections qui s'en viennent. C'est assez spécial dans ces élections-là. On dirait que quand on se met dans la peau d'un politicien, on trouve le climat politique morose. Puis quand on se met dans la peau d'un électeur, on se dit que ça pourrait être un jour nouveau, 10 ans d'administration Tremblay, tous ces scandales-là, un nouvel homme, une nouvelle femme au pouvoir, ça pourrait relancer Montréal. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça pourrait relancer Montréal, mais c'est à vous de voir là, dans quel sens ça peut faire un effet positif chez vous. J'ai divisé l'émission en 3 gros blocs, donc une revue de presse que je veux beaucoup plus courte que celle de la semaine dernière. J'ai juste retenu 3 titres. Je me suis pas collé à l'actualité tant que ça. J'ai retenu 2 éditoriaux parus dans le Devoir au printemps dernier. Les 2 sont signés Bertrand Descoteaux et j'ai aussi conservé un article paru dans le journal Le Plateau signé Daphné Tranche-Montagne. Je pense que c'est dans sa parution de la semaine dernière, le 24 septembre, si ma mémoire est bonne, où ça va planter le décor pour les 2 autres blocs, où je vais vous parler rapidement là, de nos angles de couverture, des angles de couverture que moi je privilégie. Médias alternatifs oblige, je ne suis pas pour faire une couverture comme les grands médias le font. Vous avez déjà accès à ce type d'informations-là. Et puis, on va parler donc dans le 2e bloc, dans le 3e bloc, après la revue de presse, immédiatement après la revue de presse, de politique municipale au sens montréalais de l'ensemble, et dans un autre bloc, dans un bloc subséquent, de ce qui se passe sur le plateau. Dans les 2 cas, on parle de politique large. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans des enjeux, des intérêts précis. On parle d'impression, on parle de politique le plus large possible. Je vais conclure sur un mot de la fin pour essayer de rassembler tout ça sur un même chapeau avec un commentaire plus ou moins éditorial, mais pour donner un peu un objectif à l'émission de manière à ce que ça se déroule vers un point culminant. J'ai 8 à 9 minutes d'autonomie sur ma caméra numérique. Le produit que vous voyez, il n'est pas monté. Je suis obligé de faire des coupes à tous les 10 minutes à peu près comme ça. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais les coupes, ça s'explique comme ça. C'est vraiment pour moi éteindre la caméra, nettoyer le disque dur, l'envoyer sur mon ordinateur, l'exporter
en haute définition et puis reprendre le tournage. Je vais immédiatement faire ce processus-là. Au retour, donc, dans 2 secondes, on va aller vers la revue de presse. On va essayer de faire ça dans des blocs bien découpés. À ce coup-ci, des fois je m'égare, j'ai mauvaise mémoire, j'ai tendance à faire des digressions. Je m'excuse à l'avance si jamais il y a des ratages et que l'émission dure plus longtemps que prévu. Là, je nettoie, je m'en tiens à ce que je vous ai dit. Je nettoie mon disque dur et puis on revient dans 2 secondes. Merci d'être là. Vous écoutez La CAD sur 24 TV. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing. Alors, comme je vous disais, j'ai retenu 2 éditoriaux du Devoir dans la revue de presse qui datent du printemps dernier. Pourquoi avoir retenu ces éditoriaux-là? C'est parce que je trouvais qu'ils collaient assez bien au type de couverture que j'appréhende vouloir exercer là, dans le prochain mois durant la campagne électorale. Comme je vous disais en introduction, il n'est pas question de faire la même couverture que vous retrouverez ailleurs. Il faut avoir des angles originaux. Alors ici, j'ai misé beaucoup sur le monopole de l'enjeu du jour du vote. Ceux qui suivent les contenus qui sont développés sur Barricade Plus, vous le savez, c'est un thème qui revient souvent. Sur le blog du Myland, j'en ai parlé là, 1 ou 2 blogs de suite là, cette semaine. Là, je me souviens plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier blog. Allez voir ça. J'en ai parlé du monopole de l'enjeu du jour du vote. J'en avais parlé même si je me souviens bien là, il y a 2 semaines, toujours sur le blog du Myland. L'idée, évidemment, quand vous faites de la critique média ou du média alternatif, visez à côté du script. Faites sortir du script conventionnel, poser les mauvaises questions, poser les questions à côté des réponses conventionnelles, des réponses attendues, hein, pour susciter l'inattendu, pour susciter l'imagination aussi de votre interlocuteur ou dans un cas comme ici de l'auditoire, de manière à ce que ces personnes-là soient plus critiques face à ce qu'elles reçoivent comme information. Lorsque vous avez des gens plus critiques, vous avez une concitoyenneté qui, en plus d'être bien informée généralement, bien éduquée généralement, devient critique et puis ça va soit que cette concitoyenneté-là est capable d'en demander plus à l'administration publique. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre le lendemain du jour du vote pour commencer à en demander plus à l'administration publique ou est-ce qu'on peut déjà commencer à demander plus à l'administration publique, à nos administrations publiques? Vous allez me dire, c'est pas bien le temps, Daniel, il va y avoir des élections dans 2 semaines, dans 1 mois. Attendons de voir au moins c'est qui les joueurs qui sont là. OK, préparons-nous aussi à être capables d'en demander plus à l'administration publique. Puis le jour 1, on est là comme concitoyenneté à pas accepter comme si c'était des dogmes de l'Église, qu'est-ce qui va être dit. Donc, que les informations, vous les preniez ici, ou que vous les preniez ailleurs, ou que vous les preniez dans votre chaumière, pour moi, elles se valent toutes. On se comprend, là? Donc, soyez critiques face à ce que vous entendez comme message, et puis vous allez participer mieux, je pense, à la concitoyenneté, puis je pense que c'est un peu vers ça que la démocratie tend, vers une traduction du citoyen souverain. Hein? C'est fini le temps où on pouvait tolérer un citoyen consommateur. La distribution consommateur a fait faillite. Votre pouvoir d'achat et tout le kit, c'est pas ça l'exercice de la démocratie. Donc, je vais parler de prise en charge citoyenne. Je vais avoir l'angle de prise en charge citoyenne aussi dans la couverture sur le tonmyland.net ou sur le blog du Myland et essayer d'établir un rapport comme un poumon là, qui se gonfle et qui se dégonfle entre le monde puis le quartier puis le monde, en passant par l'arrondissement, la ville, puis aussi ce qui se fait ailleurs. Les deux éditoriaux que j'ai retenus de M. Bernard Descoteaux, le premier signé le 6 avril, c'est intitulé « Élection à Montréal, y a-t-il un sauveur ?» et 1 mois et quelques poussières après, le 17 mai, Denis Coderre, un faux départ. Donc je parle de la première rapidement. Comme je vous ai dit, là, je veux que la revue de presse se fasse à bon rythme. Donc, pardon, je voulais tellement que ça y aille vite que j'ai sauté la fiche. Y a-t-il un sauveur, donc, demande M. Descoteaux. Ce qu'il dit dans cet éditorial-là, c'est que c'est comme si les Montréalais voulaient consolider et cristalliser une solution dans le futur maire ou mairesse. Il dit que, il postule, pardon, il dit qu'il y a des possibles quant à la possibilité de coalition. On voit
que l'Hôtel de Ville à Montréal a réussi à fonctionner avec des coalitions, mais ils souhaitent quand même, ce qui est quand même étrange, là, ils souhaitent quand même qu'il y ait une majorité. Et puis, ils appréhendent que les Montréalais voudront voter davantage pour des personnes que des partis. Bon, ce que je trouve étrange dans ce qui... Ben, c'est pas que je trouve ça étrange. Ce que je trouve dommage quand on souhaite une majorité comme ça, c'est qu'on veut clore le débat. Je trouve que c'est mauvais pour la démocratie. C'est un peu demander à la démocratie de payer le solde minimum sur sa carte de crédit. C'est des espèces de conditions objectives qui disent que dans un hôtel de ville, ça va mieux quand il n'y a pas de chicane, quand il n'y a pas de débat. Je trouve toujours ça bizarre de souhaiter qu'il n'y ait pas de débat à l'hôtel de ville. Vous allez me dire, c'est parce qu'il veut que ça fonctionne rondement. Puis c'est un point qui est très légitime. C'est un argument qui est très légitime. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait limiter les débats dans une assemblée comme l'hôtel de ville? Bon, je vous invite, je vais rapidement, là, si jamais vous voulez avoir une ressource supplémentaire sur cet angle-là, il y a un titre, la candidature vedette et les fourmis, où c'est publié sur Barricade Plus, où on parle justement de la cristallisation du chef et puis de l'anonymat des autres joueurs un peu, une espèce de fantasme collectif, le chef qui devient le maire, puis tous les autres joueurs, tous les autres candidates sont comme anonymes, là. J'aime pas le mot parce que bon, ça porte à confusion des fois, mais c'est comme des noirs, là, des nègres, je voulais éviter le mot et puis j'ai dit le contraire de ce que je pensais. C'est comme des nègres là, qui signent pas leur ouvrage, ils travaillent pour le parti, sont pas trop responsables, le chef dit comme ça, donc je n'ai pas le choix de dire la même chose. En tout cas, là, on pourra en parler, là, vous êtes en train de m'allumer sur de la critique de la culture politique canadienne, québécoise et montréalaise. On pourra en parler à un autre moment donné. Je vais rapidement vous parler de l'autre éditorial. Denis Coderre, un faux départ, c'est toujours signé par Bernard Descoteaux, cette fois-ci le 17 mai 2013. Monsieur Descoteaux ici se plaint du manque de substance de Denis Coderre, qui dit c'est surtout de la forme en gros, c'est surtout de la politique de représentation. Bon, ce qui est intéressant dans cet éditorial-là, c'est que quand je vous parle d'une candidature vedette comme celle de Denis Coderre, il y a aussi l'idée que tous ces joueurs, je vais arrêter de dire joueurs, là, tous les candidates qui prétendent au siège d'élu, c'est comme si pendant la campagne électorale, ils étaient décapacités. Hein, on fait de la prise en charge citoyenne ici. Eux autres, c'est comme si la campagne électorale faisait le phénomène contraire pour eux autres. Ils les décapacitent. Donc, ils deviennent moulus, ils rentrent dans le moule du politicien, puis après ça, il n'y a plus rien à faire. Là, voter pour lui, voter pour elle, c'est à peu près la même chose. Je vois que le temps a fini rapidement. Là. Je reviens sur les arguments de M. Descoteaux, qui, bien entendu, sont intelligents et ils se valent. Et puis, on va faire la fin de cet éditorial-là et l'autre article pour être sûr que je manque pas d'espace. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Donc, comme je vous disais, M. Descoteaux pense que cette décapacitation peut mener jusqu'à l'hôtel de ville lorsqu'on parle d'un politicien ou d'un homme de pouvoir là, qui mise trop sur la politique de représentation, sur la forme plutôt que la substance. Là, il mentionne, là, équipe de Denis Coderre laisse croire qu'il s'agit avant tout d'élire celui-ci à la mairie, point. On le croira d'autant plus que ces derniers mois, il ne cessait de faire la promotion de sa propre personne. Donc, dans un cas comme ça, M. Descoteaux, lui, pense que c'est naïf de penser qu'il va pouvoir arriver jusqu'à l'hôtel de ville et s'imposer comme un chef d'orchestre qui fait dire à l'Assemblée qui est présente là ce que lui veut entendre ou ce que lui souhaite entendre. Je vous parlais, moi, de mon côté, de l'angle de la décapacitation des candidats et des candidates. Tout le long de la campagne électorale, pensez à l'expression, là, vous allez l'entendre à la télévision le dimanche 3 novembre, là, ils vont dire « Ah ben là maintenant, c'est la démocratie est dans les mains des votants ». Pourquoi, pendant la campagne électorale, quelqu'un m'aurait enlevé la démocratie des mains pour me remettre dans les mains cette journée-là? La démocratie, c'est quelque chose qui vous appartient à tous les jours, à tout le temps. C'est pas vrai, ça, que la démocratie, c'est une fois par 4 ans. Là. Donc, quand je vois ça comme une espèce d'entreprise de décapacitation des candidats et des candidates, hein, on les amène à accepter qu'ils signeront pas leur œuvre, qu'ils feront pas beaucoup de changements. Finalement, ils vont juste déplacer des virgules s'ils sont chanceux, puis on va présenter ça comme une espèce d'innovation quelconque, là.
Moi, je pense que le système politique les écrase là-dedans. C'est un peu ça l'angle du monopole de l'enjeu du jour du vote. On parle du vote, et puis on parle pas, par tout, même s'il y a des débats des chefs, des trucs comme ça, le système politique est clos. Il n'y a pas moyen d'avoir de débat autrement que c'est qui va gagner la prochaine élection, puis c'est-tu le fun qui gagne, on a-tu gagné nos élections, on les a perdues. Je vous invite rapidement, là, comme je vous dis, je veux que ça déboule. J'ai préparé 2 ressources pour vous. Je vais laisser la présentation PowerPoint en ligne. Là. Le politique et son problème, puis un titre similaire, le Montréal politique et les idées, où je parle un peu de l'idée du chef fort et je parle aussi du fait que le problème des politiques, c'est qu'ils participent d'un mouvement qui les met, qui les concentre vers une espèce de cul-de-sac, la raréfaction des intérêts de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent adopter des modes de vie qui n'ont rien à voir avec être comme tout le monde. Bien, s'il y a de moins en moins de monde qui veulent être comme tout le monde, comment voulez-vous mettre en place un programme politique qui plaise à tout le monde? Donc, c'est ce type de questions-là que Barricade Plus essaie d'explorer, encore une fois, pour vous donner une information alternative, pour vous inviter à être critique face aux informations que vous recevez ailleurs, puisque cela ne dit pas de ne pas être critique vis-à-vis ce que je dis, ce que je pense. Je vous laisse mon adresse courriel s'il y a des critiques que vous voulez me faire, s'il y a des suggestions, des commentaires, je les prends puis je vais vous répondre. Ça prend maximum 48 heures en général avant que vous ayez une réponse de moi lorsque vous m'écrivez au bonjour@tonmalin.net. Troisième article retenu, Madame Piper Higgins déplore le climat au sein de Projet Montréal. C'est signé Daphné Tranche-Montagne du journal Le Plateau, le journal de notre arrondissement. Je pense qu'elle appelle ça un journal de quartier. C'est le 25 septembre 2013, la datation. Madame Piper Higgins était la conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Mance. L'arrondissement Plateau, la circonscription de Plateau-Mont-Royal est divisée en 3 districts, Delormier, Mile End et Jeanne-Mance. Madame Piper Higgins, donc, va maintenant porter les bannières de Coalition Montréal. Au moment, lorsqu'elle a claqué la porte de Projet Montréal, elle avait décidé qu'elle était pour siéger indépendante. C'est Madame Christine Gosselin, qui est l'ancienne directrice du cabinet au bureau des élus de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, qui se présente comme candidate à sa place. Maintenant, au sujet de l'article, Madame Tranche-Montagne rapporte que l'élu, que Madame Higgins, déplore le climat qui règne au sein de Projet Montréal. Je la cite par l'entremise de l'article de Mme Tranche-Montagne. Il y a des gens qui abusent de leur pouvoir ou de leur influence pour dénigrer les autres plutôt que de débattre pour aller au fond des choses. Donc, je vous rappelle, je pense, comme je vous dis, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, même quand c'est des trucs qui me concernent, c'est pas de mauvaise foi, là. Je pense que ça fait une semaine de ça, j'ai signé un papier sur le blog du Mile End qui s'appelle La barre de Projet Montréal prend l'eau. Projet Montréal va présenter 4 nouveaux visages sur une possibilité de 7 aux prochaines élections. Moi, je crois pas que les stratèges politiques du parti ont dit hey, ça va être le fun, les prochaines élections, on fait peau neuve, là, on va juste présenter du nouveau monde. Quand je dis que la barque semble prendre de l'eau, c'est des occurrences, là, je pense que c'est un anglicisme, c'est des situations comme celle de Mme Higgins qui claque la porte du parti, qui se fait dire elle était même pas bonne, elle était même pas qualifiée pour faire ce qu'elle faisait. Là, oh, mais donc, Pauline, si tout le monde qui débarque de Projet Montréal n'est pas qualifié et même pas bon, ça pose des questions sur les gens qui restent dans la fameuse barque de M. Bergeron, ou ici, pas dans le cas qu'on parle, dans la barque de M. Ferrandez. Mme Higgins, en terminant là, sur le sujet, là, dit qu'elle a été victime de bullying. Le mobisme en français, c'est une forme d'harcèlement psychologique au travail qui est spécifiquement interdite au Québec. C'est le gouvernement de Jean Charest, si ma mémoire est bonne, en 2004, qui en avait fait un point légal. C'est une très, très mauvaise habitude que Projet Montréal a de voir les gens qui quittent sa barque, d'adresser des commentaires pointus aux gens qui quittent sa barque. Je comprends que et Projet Montréal, c'est aussi un milieu de travail. Je comprends qu'on veut fermer la porte avec les anciens employés. Je comprends qu'on veut peut-être briser le souffle à des candidats qui voudraient se porter sous une autre bannière. En même temps, moi, j'appelle ça de l'amateurisme quand on décide que quelqu'un qui quitte le navire, ça devient un incompétent, un ci, un ça. Puis même les supporters de Projet Montréal, je vous invite, mon Dieu, à poser la question, qu'est-ce qui me prouve, Caroline, que le candidat qui n'est pas posé est moindrement une petite chicane, puis que tous les journaux m'apprennent le lendemain que c'était le pire des incompétents ou la pire des incompétentes. Bon, je vous invite à regarder ça. J'ai d'autres sites que je voulais consulter, mais je vais le faire en bulletin. Je me permets de vous passer une petite pause commerciale de 20 secondes. Vous allez voir, c'est pour une bonne cause. Vous écoutez la CAD. Merci d'être là. Au retour, on parle de
politique municipale au sens large. On revient aussi sur la situation au plateau Mont-Royal, toujours dans le cadre des politiques, des élections qui vont se tenir le dimanche 3 novembre prochain. Allez voter, votez avec votre cœur, votez geek, votez pour l'or aussi, l'or ART, pas juste l'or OR. Allez, on se revoit après la pause. Je pense que ça va durer une vingtaine de secondes. Vous allez voir, c'est pour une bonne cause. Salut! Donc, élection à Montréal et dans plus d'un millier de municipalités le dimanche 3 novembre prochain. Je reprends les quelques précisions que je vous ai données rapidement là, sur la couverture populaire du Bloc du Myland. Pour ceux qui sont peu familiers avec ce concept-là, le Bloc du Myland, pour des occasions spéciales, fait une tentative de couverture populaire de contenu du peuple, là, qui est basé, je vous donne des exemples, cherchez-les sur Google, là, je vais essayer de vous mettre l'URL, mais je vous promets rien, là. Couverture populaire sur le sommet de Dubaï 2012, sur le sommet de Rio en 2012. CMTI, c'était pas un sommet, c'était une conférence mondiale sur les télécommunications internationales. Et puis aussi Québec 2012 qu'on avait fait. Québec 2012, très basé sur l'interaction avec les gens. On va essayer de faire un truc comme ça et d'innover encore une fois là, pour la couverture populaire de ces élections-là. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Il y a d'autres projets, comme vous venez de voir le spot là, publicitaire sur l'opération Voie Piétail. Quand on vise à côté du script, je vous le rappelle, l'idéal, c'est d'ébranler les structures profondes de notre société pour favoriser le changement. Structure profonde, c'est les conditions que personne est capable d'agir sur ces conditions-là. On est pogné avec ça. Donc, quand on prend des décisions, quand on se motive à faire des choix de carrière, des trucs comme ça, c'est les conditions qui prévalent toujours. Puis ces structures-là, des fois, sont tellement ancrées dans nos mentalités, dans notre culture, qu'elles sont complètement invisibles. Alors, quand on vise à côté du script, ça l'oblige à sortir là, de la réponse attendue, que ce soit une institution ou une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de manière à favoriser le changement chez cette personne-là, mais dans un sens plus large aussi en société. Et puis le changement, c'est possible, c'est bénéfique, hein? C'est ce qui empêche la sclérose. Je vais vous parler exemple de structure profonde, le patriarcat qui est encore là énormément, sans tomber dans le communisme. Il y a est-ce qu'il y a une différence entre le capitalisme et la démocratie? Il est supposé d'en avoir une. Quand tu regardes dans le dictionnaire, là, démocratie et capitalisme, c'est deux choses complètement différentes. Mais les structures profondes étant ce qu'elles sont. Puis vous voyez, hein, ça date probablement de la guerre froide, là, que démocratie et capitalisme, c'est comme des quasi-synonymes. Donc, c'est pas des choses qui remontent à Mathusalem là, de 5000 ans, puis écoute, ça marche comme ça, on pose pas de questions. Là. Ça date de 40-60 ans, puis c'est difficile de changer la mentalité des gens à cet égard-là. Le monopole de l'enjeu du jour de vote, par exemple, c'est généralisé dans le monde occidental, dans le monde démocratique. C'est pas moi tout seul qui va réussir à casser ça. Maintenant, je pense qu'on est dans une vague de libéralisme, on est dans une vague de revendications citoyennes, puis on peut espérer que dans 5, 10, peut-être l'année prochaine aussi, dans 5, 10, 20, 50 ans, à un moment donné, là, ça ne marchera pas, l'idée qu'il y a des gens comme nous qui ont été à la petite école et qui se sont fait dire allez voter là, parce qu'il y en a qui seraient prêts à mourir pour ça, le droit de vote. Non, la démocratie là, aux 4 ans, là, ça n'a rien à voir avec ce que la démocratie peut être et doit être. Ça, c'était à l'époque du citoyen consommateur. Là. C'est pour ceux qui sont de ma génération. Pour ceux qui sont plus vieux, vous avez vécu la guerre froide et tout ça. Puis je me moquais pas là, des gens qui se battent pour avoir le droit de vote pour vrai. Puis je me moque pas de la trousse que vous avez eue face au péril jaune, puis au péril rouge, puis au péril, je ne sais plus quelle couleur vous aviez pu avoir peur à cette époque-là. De nos jours, bien évidemment, ce qu'on craignait jusqu'à tout récemment, c'était une attaque terroriste. Là, je pense que ça s'est calmé un petit peu. Mais regardez les productions au cinéma, je veux dire, il y a quelqu'un qui est soupçonné ou qui est terroriste dans à peu près tous les films qui passent. Quand on veut viser à côté du script comme ça, il y en a des candidats indépendants qui, justement,
viennent de cette logique-là de dire il faut fragmenter le système politique. Donc, je vais me présenter comme candidat, que je vais faire des candidatures indépendantes. Hein. Donc, moi, je vais résister à ce que le système impose comme moule, puis je vais présenter ma candidature, puis je vais dire aux gens, regardez 2 secondes juste à côté du script, il y en a des candidats qui ne rentrent pas dans ce moule-là. J'ai été visiter 2 sites web, celui de Mélanie Joly, je pense que ça s'appelle Le Vrai Changement, là, et M. Kofi Sonokpon. J'en avais parlé lors de la dernière émission, M. Sonokpon qui disait les Montréalais sont tannés du fast-food politique, ça m'avait intrigué. J'ai été voir aussi les 3 grands sites. Je ne ferai pas des césures d'écran, je vais prendre des captures d'écran puis je vous les montre. Pardon, je vous invite à aller visiter ces sites web-là pour vous faire une idée. Pas juste prendre ce que je dis comme si c'était une vérité absolue. Je pense, il me reste 2 minutes, je vais essayer vite. Là. OK, tiens, justement, là, on parle de généralité, mais très rapidement, là, la probité de l'hôtel de ville ici à Montréal, à Laval, c'est la même chose. Là. Écoutez, c'est à l'avant-plan de la nouvelle. La probité ou la corruption, là, c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Je me donne 30 secondes pour en parler. Après ça, on rentre dans mes visites des sites web des candidats. Là. C'est une problématique que vous pouvez aborder d'une manière originale en vous demandant est-ce que si mes décideurs ont toujours une police à côté d'eux autres prête à leur mettre les menottes là, aussitôt que le voisin appelle pour savoir s'il peut emprunter la tondeuse, puis peut-être que c'est parce qu'il va avoir un autre avantage lié à ça, puis tout le kit. Le politicien, le décideur, l'administrateur, le directeur, à un moment donné, avec les mains attachées dans le dos comme ça, peut plus rien faire. Donc, vous voyez qu'on est obligé de viser des justes milieux, même c'est pas être contre ou pour la vertu. Il y a un moment donné où il faut que le décideur soit capable de prendre des décisions. Il faut qu'il soit capable aussi de recevoir un appel téléphonique à la maison d'un ami qui demande une job, et il a le droit de dire non. Puis en même temps, le gars, c'est pas parce qu'il s'est fait prendre en photo avec un gars, puis que le gars s'est vanté à tous ses amis qui le connaissaient, d'Adam et Ève, que ça fait de lui le pire des corrompus. Je pense que les autres choses, rapidement, je pense que le défi néo-contemporain, je regarde mon temps s'effiler là, le défi néo-contemporain de la politique, je pense que c'est concilier les intérêts de la classe moyenne. Hein. Classe moyenne, rien à voir avec le revenu ménage. Là. Classe moyenne, ça veut dire c'est une étiquette, ça veut dire vous vivez comme tout le monde, vous mangez du poisson le vendredi, puis vous couchez avec votre blonde le dimanche soir. Puis les intérêts créatifs, c'est-à-dire ceux que vous n'avez entendu parler là, des classes créatives, là, des modes de vie alternatifs, plus culturel, puis des trucs comme ça. Bon, moi, je pense que au niveau du programme politique, on touche pas la substance, on parle juste de représentation, de politique de représentation aujourd'hui, mais je m'attendais à ce que Projet Montréal remporte haut la main ce défi-là du politique néo-contemporain. Malheureusement, les doutes qui émergent quant à l'organisation, quant aussi à leur authenticité, me laissent un peu pantois. Je dois nettoyer mon disque dur de caméra numérique. Je vous reviens dans 2 secondes. On parle du site web de Denis Coderre et de celui de Coalition Montréal ainsi que de celui de Projet Montréal. Ensuite de ça, on regarde du côté de Mélanie Joly et de Kofi Sonokpon. À plus. Alors, de retour sur la CAD, merci d'être là. Comme je vous disais, je m'attendais à faire le tour des grands sites de partis. Prédilection pour les candidatures indépendantes, mais n'empêche, je fallait toujours bien que j'aille voir ce qui se faisait au niveau des grands partis. Prédilection personnelle, mais aussi prédilection pour le type de médias, pour le type d'information qu'on cherche à véhiculer, hein, pour les candidats indépendants qui cherchent à ébranler le système. Je pensais trouver tout ça, ou beaucoup de ça, chez Projet Montréal. C'est chez Denis Coderre que j'ai trouvé ça. Chapeau à son équipe de communication. Puis je m'en allais dire chapeau à son équipe de communication, mais je vais lui donner un peu de crédit, parce que je suis sûr qu'il est quand même un peu là derrière ça. Puis j'ai été vraiment surpris par son site web. D'une part, sa politique de représentation, elle est très très belle. Il a minimisé les risques tout en osant, là, je m'excuse, c'est un peu vice-versa ce que je dis, c'est un petit peu dire tout et son contraire, mais son site web est très bien réussi. C'est de loin le site web qui m'a donné le plus de goût de cliquer à des places pour apprendre des informations. C'est pas parce que tu as une politique de représentation relativement sophistiquée, là, dans le cas du site web de l'équipe de Denis Coderre,
que tu manques de substance. Là. À mon avis, ça va de soi, mais bon, peut-être pour renvoyer la balle à M. Descoteaux, qui disait que la politique de représentation, à un moment donné, s'il y en a trop, on trouve plus longueur dans le petit pot. J'invente des boutades. Je me suis égaré, je m'excuse. Donc, surprise au niveau du site web de Denis Coderre, politique de représentation qui est excellente. Il va même jusqu'à signer des postes à son cabinet si, évidemment, les candidats et les candidates qu'il privilégierait à ces postes-là sont élus. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de représentation? Ça va presque de soi, mais c'est pas tout le monde qui l'a déjà entendu, cette expression-là. Politique, c'est une manière d'organiser la représentation. Et puis, des fois, on peut aller jusqu'à une représentation de la politique de représentation. Monsieur Charest s'est rendu peut-être jusqu'à là quand il a décidé que son cabinet était pour avoir l'équité des genres. Hein? Ces femmes-là étaient là parce qu'elles étaient des femmes, donc c'est de la politique du corps. Hein? On mettait le corps de la femme-là, puis ensuite, c'est à vous d'aller dire que ces femmes-là n'étaient pas assez compétentes pour faire partie de son cabinet. Bon, évidemment, vous voyez que ça ébranle la structure, parce qu'habituellement, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre va dire « Moi, je vais prendre les personnes les plus qualifiées, puis aussi, je vais essayer de distribuer ça dans le Québec à peu près égal là, pour mes postes ministériels. Là, qu'il y en ait au moins un du Lac-Saint-Jean. Quand même bien que ça serait le plus nono de la gang, il faut qu'il y en ait au moins un. Vous comprenez ce que je veux dire? Là. Donc, on était habitué, le script conventionnel avait habitué le lectorat, le spectateur, l'auditeur, et aussi les gens de pouvoir à dire que ça avait du bon sens d'aller pour le plus qualifié, des trucs comme ça. Puis aussi pour la distribution régionale, mais jamais pour le sexe. Bon, c'était pas si risqué que ça, mais quand même, je suis sûr qu'il y en a qui ont posé la question, je m'en souviens d'ailleurs, il y en a qui ont posé la question, ben, qu'est-ce que vous allez faire si toutes les femmes qui sont élues sont des nounounes, puis que vous êtes poignées pour en mettre dans le poste de ministre. Bon, en tout cas, vous voyez que c'est pas des arguments qui sont très sophistiqués. Attendez donc une minute, là. Oui. Denis Coderre aussi, son site web, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne montre pas ce qu'il dit, puis qu'il ne dit pas ce qu'il montre. Pas beaucoup de mentions d'environnement, mais en même temps, chacune des photos de ces candidates est prise proche d'un arbre et des trucs comme ça. Pour les autres partis, on voulait pas déranger, j'ai l'impression, et puis ça dit surtout que c'est cosmétique, là, que la substance est rendue cosmétique. On veut se fondre dans le décor, alors que du côté de Denis Coderre, ça dit ça va brasser. Bon, c'est pas du très bon français ce que je vous chante là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du côté de Denis Coderre, on sort de là en disant ça va brasser si on vote pour lui. Si on va voir les deux autres sites web, ça dit on se fond dans le décor, on dérange pas trop, c'est sur fond blanc, puis donc votez pour moi, votez pour lui, c'est à peu près la même chose, mais je suis mieux que lui si vous avez le goût vraiment de cliquer puis de voir quelle sorte de contenu, c'est une autre histoire. Hein. Je vais aller la voir la substance, je vais l'analyser pour vous, je vous le promets, les trois grands partis, puis aussi au moins M. Kofi Solopon et Mme Mélanie Joly, je vais aller faire pas juste des bribes d'analyse, je vais aller faire la lecture comme il faut de leur programme politique, puis je me fierai pas trop à l'actualité, je vais vous le dire qu'est-ce qu'ils ont comme substance, ces candidats et candidates-là. Du côté de Coalition Montréal, donc, j'étais un peu déçu tout de suite en partant. J'avais été voir le site marcelcôté.ca, je pense, là, et puis c'est à peu près le même site web pour Coalition Montréal. Là, on a rajouté l'onglet équipe, on se fond dans le décor. C'est un prétexte, on sert du prétexte à la frugalité là, de ne pas vouloir faire des élections qui coûtent cher, qui sont des débordements, tout ça, pour finalement nous offrir une politique de représentation qui est sommaire, qui est sans vie, qui est fade. C'est la même chose pour Projet Montréal. Je vais en revenir dans 2 secondes pour Projet Montréal. J'ai perdu le fil de mes idées, je m'égare pas. Là. Pour Projet Montréal, j'ai l'impression qu'on a abandonné la carte forte, là, qui était l'unicité. Pour le site web, on a encore le vert. Là. Ils ont réussi à s'approprier le vert, c'était à la mode, avec les questions d'environnement et tout ça. Mais les pancartes que je vois ici dans la rue sont blanches. On se fond dans des gares, on dérange pas personne. Ils n'ont pas suivi le train de Denis Coderre au niveau de la politique de représentation, tant Coalition Montréal que Projet Montréal. Moi, j'ai l'impression, la métaphore que je voulais utiliser pour ceux qui se souviennent de nos amours, les Expos de Montréal, quand il y a eu des matchs interligues, là, et que les Yankees débarquaient en ville, on avait l'air des enfants là, de je sais pas trop quoi, là,
une équipe de 2A comparativement à une équipe de méga stars, là, littéralement. Moi, je ressors de cette visite des trois grands partis, des sites web de ces trois grands partis-là avec cette idée-là. On a affaire d'un côté à Yankees, d'une affaire que tu peux juste rêver d'avoir comme maire, puis les autres qui essaient juste de se fondre dans le décor. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment un facteur imprévu que d'aller voir ces sites web-là avec l'idée de tourner l'émission La Carte d'aujourd'hui et puis de ressortir de là avec ces idées-là. J'ai le temps rapidement pour vous rappeler une dernière fois avant de changer de parler de Mélanie Joly et de Kofi Sonopone, Madame Joly et Monsieur Sonopone, des candidats indépendants, comme je vous rappelle, ça participe de la fragmentation du système. C'est la même chose quand vous faites de la critique média ou juste de la couverture populaire ou juste vous intéressez à l'actualité de manière critique. À côté du script, vous savez qu'est-ce qui est conventionnel, vous allez juste à côté, vous posez les mauvaises questions, vous les forcez à répondre à votre question à vous, vous les avez sortis de la zone de confort, puis vous avez échangé des trucs politiques minoritaires, vous avez échangé des informations, puis vous êtes plus critique, puis eux autres aussi sont plus critiques. Dans la prochaine fois, ils vont tenir compte de votre intérêt, de votre enjeu, parce que vous avez réussi à les sortir du script. Mario Dumont a essayé pendant 10 ans de temps de dire la dette c'est important, tout le monde s'en foutait. Finalement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il n'y a pas un politicien qui ne jure que par on va rembourser la dette, puis on est des bons payeurs de dette, puis le kit. On voit ce que je veux dire. Politique minoritaire, politique du corps, tout ça, ça fait partie de ça. M. Sonopone, c'est un homme noir. Il doit jouer cette carte-là pour être véridique dans un système comme celui-là. Madame Joly, candidate indépendante, n'a pas le choix de jouer cette carte-là. Les deux, ils ont été très mollo sur la façon de jouer cette carte-là. Peut-être qu'au Québec, on est plus conservateur qu'on le pense. Quand ça vient le temps de jouer des cartes de politique minoritaire, on n'ose pas. Peut-être qu'on est juste habitué. La seule politique minoritaire qui est tellement diffusée, qui est tellement connue, c'est la loi 101. Hein. C'est une politique qui asserte, qui soutient un droit pour les francophones et puis qui veut pas brime une certaine frange de la population. Je ne sais pas, je ne m'égarerai pas à vous dire dans le débat linguistique là, de quelle manière ils sont brimés, de quelle manière ils sont pas brimés, mais bon, ce n'est une politique minoritaire. Je change mon disque dur de vidéo et puis on parle du site web Un vrai changement pour Montréal, le site web de Mme Mélanie Joly et du site web de Kofi Sonopone, M. Sonopone. Dans 2 secondes. Alors, de retour sur la carte, je ne sais pas si vous aimez ce nouveau rythme pour l'émission. Moi, je vous avoue que ça me rend un peu inconfortable. Je favorise peut-être, je vais essayer de trouver un modèle un peu mitoyen là, entre il faut que ça déboule jusqu'à l'achèvement et on prend plus de temps d'échanger un peu, je prends plus de temps de jaser un petit peu avec vous de thèmes qui sont super importants et puis qui ne sont, à mon avis, pas assez traités ou pas du tout traités là, par les médias conventionnels. Donc, tant qu'à faire une émission, je vais peut-être essayer de trouver un modèle un peu plus mitoyen entre il faut que ça déboule le plus vite possible. De toute façon, que l'émission dure 35 ou 45 minutes, c'est pas si grave que ça. Je vais persister et signer dans le cas de la présente émission en cherchant à la faire débouler le plus rapidement possible. On était rendu à parler de la visite des 2 sites web. Je m'excuse, je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, mais j'ai une fenêtre juste là qui donne sur la cuisine d'un restaurant. Puis je traite la fenêtre avec des produits chimiques pour éviter que les mouches rentrent, mais elles sont attirées par le spot de lumière. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez une mouche passer, puis elle reste proche de la lumière. Je viens d'en voir une passer, c'est une type de distraction que je pourrais me passer évidemment. Tout ça pour vous dire qu'on veut que l'émission déboule. Alors, j'ai été voir 2 sites indépendants aussi. Je commence par celui de Mélanie Joly, qui est conçu, je pense, pour l'appareil mobile en premier lieu. C'est un peu décevant quand on arrive sur un ordinateur maison, là, un desktop là, en bon anglais. C'est très, très bon chic, bon genre. C'est très, très classe moyenne. J'ai été déçu. Je pensais qu'elle était pour jouer la carte de la politique minoritaire. Elle ne l'a pas fait. Je pense que si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle craignait être discriminée ou bien pour son âge ou bien pour son genre. Madame Joly vient de Génération ID, comme vous savez, vous êtes sur le bazar d'idées tourmaline.net. Moi, j'ai l'impression que si
je regarde du côté de Mélanie Joly, de la candidature de Mélanie Joly. Je vais aller voir son programme politique là, en profondeur, je vous l'ai promis. Je pense que ça va être intéressant pour vous là, de côtoyer ces idées-là, mais j'ai pas trouvé rien qui me laissait deviner que c'était une machine à idées. J'ai pas trouvé rien qui me disait qu'elle était pour adopter des nouveaux référents pour prendre des décisions. Par exemple, un cadre plus féministe là, ou un cadre carrément féministe, pourquoi pas. J'ai été voir un ou deux de ses textes, entre autres, le meilleur remède contre la corruption, élire une femme. C'est pas des textes qu'elle signe, mais c'est du contenu qu'on trouve sur son site web. Le mot montréalais pour les habitants de Montréalais est uniquement dans la forme masculine. Ça n'aurait pas ni alourdi le texte, ni été choquant qu'elle pense aussi aux Montréalaises, mais de manière spécifique. Je m'attendais à ce type de politique de représentation-là sur son site web. C'est beaucoup trop peu, c'est décalé de la néo-contemporainité ce qu'elle offre à cause de trucs comme ça. Tous les sites web font référence à leur candidat, leur candidate au moins une ou deux fois au-dessus. Donc, si Mélanie cherchait à jouer cette carte-là, je veux dire, elle se fond dans la masse. Elle fait aussi une référence au développement économique perpétuel. C'est là que je vous dis que c'est complètement décalé de la néo-contemporanéité, même si je comprends très bien qu'elle doit s'adresser à une masse et qu'elle doit convaincre un plus grand nombre, mais c'est pas assez critique comme site web. C'est très, très décevant. Maintenant, j'irai voir son programme politique. Comme je vous dis, j'ai un petit billet pour elle. Je pense que on peut établir une correspondance entre le fait que vous êtes sur le bazar d'idées tonmaline.net et que la candidate vient de Génération Idées. On ira voir un peu qu'est-ce que c'est Génération Idées, puis on en parlera. Du côté de M. Kofi Sonokpon, lui aussi, je m'attendais à ce qu'il joue la carte de la politique minoritaire. Le fait aussi beaucoup. Évidemment, vous allez me dire c'est plus facile pour lui, c'est un homme noir, il a juste à mettre sa photo, puis déjà, il joue la carte de la politique minoritaire. Mais c'est peut-être un peu court du côté de M. Sonokpon. C'est juste une page, ça mise sur un poème, puis le poème n'est même pas mis à l'avant. Je trouve ça super original, je trouve ça super comme idée d'avoir utilisé un poème. Il y a une loi en information qui dit que plus vous informez, moins vous informez. Pensez-y, on parle de politique de représentation, puis dans le mot informer, il y a le mot forme. C'est que dans une phrase, on est habitué de mettre beaucoup de mots pour éviter les bruits. Mais en mettant beaucoup de mots comme ça, on crée des bruits. Donc, plus on fait de bruit, plus c'est important de mettre beaucoup de mots, de donner beaucoup d'informations. Alors que dans la forme poétique, on donne un ou deux vers, on donne des syllabes, comme unité, et puis vous êtes plus informé parce que c'est à vous de décider si j'utilise le bleu au sens de, j'évoque le bleu au sens de liberté ou au sens de chemise de police, je sais pas moi. Donc, c'est là quand je vous dis de frapper à côté, de tirer ou de frapper à côté du script, de laisser les gens à la maison décider de la signification, de ne pas vous approprier à la fois et le message et la réception. Je pense que c'est important. Il y a l'éditorial de Culture Montréal, probablement je n'aurai pas le temps d'en parler. Culture Montréal, les amis Culture Montréal ont fait un éditorial, encore une fois, 24 axes de développement, 36 suggestions par axe, et des trucs comme ça. C'est super totalisant tout ça. Quand je vous dis que le contenu qui est caché derrière les deux grands partis, là, Projet Montréal et Coalition Montréal, c'est un peu ça, c'est qu'on va, ça dit ça, là, on a pensé à tout, puis tous les coins vont être tournés bien carrés, puis tout le kit, alors que du côté de M. Sonokpon, on offre un poème, c'est un poème de 2-3 pages, je vous invite à le lire, c'est intéressant. Et puis, du côté de Denis Coderre, ben, justement, la politique de représentation, c'est éclaté, c'est-à-dire, je vous montre 60 et 50, puis vous devinez combien il y en avait d'angles, puis demandez-moi si j'en ai oublié dans quelque part, j'imagine que oui, M. Coderre, on se comprend. Donc, l'idéalisme, c'est important. L'idéalisme, quand je vous dis que si vous avez une bonne idée, gardez-la pour vous si vous ne voulez pas vous la faire voler, là, ça fait partie de la logique idéalisme et tout ça. C'est ça qui ébranle les structures profondes, c'est ça qui met en branle le changement. Il n'y a pas rien qui a été inventé sans que la personne l'ait pu imaginer. Quand on vit à Montréal, quand on vit dans l'Est du Canada, quand on côtoie le grand centre, hyper grand centre culturel, l'ancien centre du monde, New York, on travaille avec l'idéalisme, on travaille avec des économies virtuelles, on travaille avec la créativité, on travaille avec des facteurs comme l'innovation.
je me suis égaré un peu, je vais vite pour pas manquer de temps. Là. La carte de la politique du corps comme facteur biologique pour du côté de M. Sonopone, évidemment comme facteur biologique aussi du côté de Mme Joly, ça va de soi, sauf qu'elle est probablement mieux jouée du côté de M. Sonopone. Malheureusement, c'est un peu court, hein, il y a juste une page, il y a le poème. Pourquoi il a caché le poème? Peut-être pour pas faire diversion de sa photographie, ça serait étrange. Ça serait étrange. Il y a juste 4 points, c'est facile à retenir, là. Allez le voir, là. Mais il y a juste 4 points sur cette plateforme, donc c'est très très concentré. J'aurais aimé pouvoir interagir avec le site web un peu, et puis à ce moment, c'est ce qui me fait conclure là, que son site web, que sa politique de représentation est un peu courte. J'ai le temps pour le bloc opinion. Je vous le dis, là, c'est en vrac. Projet Montréal va trouver la route longue d'ici les élections. Coalition Montréal semble être dévouée, semble devoir se contenter de pouvoir fragmenter le vote. Monsieur, je vous dis pas que l'élection est jouée d'avance. Du côté de M. Coderre, on a présenté une candidature vedette, ça frappe. Ça a effacé l'ardoise dans tout le travail des partisans, des militants, tout ça. On oublie tout ça. M. Coderre débarque en ville. Puis M. Coderre, présentement, j'ai pas fouillé à fond. Je vous dis présentement, M. Coderre fait passer Projet Montréal, Coalition Montréal pour des amateurs. Maintenant, si c'est le cas, il faudrait que des candidats indépendants comme Mme Joly, comme M. Sonopone, comme les autres aussi que je vais aller voir là, les sites web. Je vous invite quand vous allez faire votre tournée de site web, allez voir les candidats indépendants. Faut jouer la carte de la politique minoritaire. C'est ça qui va faire avancer les trucs. Et puis surtout du côté de Mme Joly, elle a été complètement cooptée par le système. Maintenant, elle présente des candidats, elle présente le plus de candidats possible. Elle est une équipe. Là, ça n'a plus rien. Quelle valeur ça a comme candidature indépendante lorsque on est coopté par le système comme ça? On n'est plus à côté du script, on est dans le script, puis on essaie de faire une tractation avec nos membres, nos militants, puis le reste de la concitoyenneté, qu'on reste un petit peu indépendant, Bon, j'étais en train de vous dire, là, j'ai été interrompu, j'ai mal calculé mon temps lors de la séquence précédente. J'étais en train de vous dire là, que Mélanie Joly avait été, la candidature de Mélanie Joly comme indépendante. Bon, on peut remettre en question quelle valeur elle avait, cette indépendance-là. Elle semble avoir été complètement cooptée par le système politique conventionnel. Elle essaie de faire probablement une espèce de tractation avec ses membres, ses militants, avec vous, la concitoyenneté, de dire, ben, vu que je viens d'ailleurs, je suis encore un petit peu à côté du script, mais bon, au niveau de la politique de représentation, ça ne laissait pas du tout penser qu'elle venait à côté, qu'elle s'inscrivait encore à côté du script conventionnel. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de l'éditorial de Culture Montréal. Je vais y revenir, parce que ça vaut toujours la peine en Culture Montréal, font des bons trucs, des trucs toujours intelligents, toujours évidemment très cultivés et importants. Je vais y revenir plus en détail. C'est très totalisant. Là. C'est encore, moi je suis un peu tanné des rapports de 50 pages et tout ça. Là. Des 24 axes, comme je vous disais, j'ai des réserves. J'ai trouvé très intéressant plutôt le projet Mont-Montréal 2013. Je vous invite à aller voir leur site web, c'est bien fait, c'est bien monté, c'est propre, c'est clean. Et puis c'est des morceaux de couverture, hein, on y va par thème. C'est très intéressant et puis c'est de très bonne qualité à mon avis. Toujours dans cette mini revue de presse supplémentaire, j'ai calculé le temps, je pense qu'on est rendu à la 45e minute d'émission. C'est un échec total, retentissant pour moi de vouloir faire une émission d'une demi-heure avec ces 30 fiches-là. Je ne sais pas comment calculer mon rythme et mon temps, il faut croire. J'ai gardé aussi un truc pondu, je pense, par M. Christian Dupuis de Art et Culture, Plateau Art et Culture, qui s'est lancé dans un mini-éditorial sur le coup d'une émotion, sur le coup d'un échange, en fait, entre Mme Louise Arel et Marie Plourde. Vous savez, Marie Plourde, animatrice télé, qui est candidate ici dans le quartier Myland sous la bannière Projet Montréal pour être conseiller d'arrondissement pour l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et puis, elle remplacera à ce siège-là, elle va être élue, là, elle va remplacer Richard Ryan, qui est candidat pour devenir conseiller d'arrondissement, conseiller de la ville pour l'arrondissement Plateau-Montréal pour le district Myland. C'est le poste qu'occupait M. Alexander Norris, qui maintenant s'en va dans le district. Vous savez, au début de l'émission, je parlais des districts qu'il y avait dans l'arrondissement Plateau-Montréal. Il s'en va pour prendre le siège que présentement occupe Richard Bergeron, c'est-à-dire conseiller de ville pour l'arrondissement
pour le district Jeanne-Mance. Bon, c'est un peu complexe, ça va mieux par écrit pour parler de ces choses-là qu'à l'oral. C'est du jargon complètement incompréhensible. Si vous voulez mon avis, vite, vite, allez voir quand même, vite, vite, cet échange-là entre Mme Ariel et Mme Plourde. Mme Plourde, en gros, là, travestissez pas mes propos. En gros, dit à Mme Ariel, ben, peut-être que vous vous faites un peu âgé, et Mme Ariel de lui répondre, ben, peut-être que j'ai effectivement l'âge de changer la couche. Bon, moi, j'ai travesti leurs propos. Vous, faites pas comme moi, là. Prenez le temps de regarder comme il faut qu'est-ce qu'ils se disent. Qu'est-ce qu'elles se disent. Le plateau Mont-Royal, c'est le château fort de Projet Montréal. Ça aurait dû être une carte de visite pour le parti. C'est évidemment un couteau à double tranchant parce que, bon, sur le plateau, des fois, les gens, les grands médias ont donné une mauvaise réputation à l'arrondissement, au quartier. Des fois, on a l'impression, puis je fais des boutardes, là, on a l'impression que tout le monde, tous les gars sur le plateau ont les cheveux longs, puis toutes les filles, je sais pas moi, s'habillent dans des friperies, puis toutes sortes de trucs. Bref, M. Ferrandez s'est aliéné beaucoup de gens en s'attaquant au mode de vie basé sur la voiture. Hein. Pour ceux qui aiment le développement durable et des trucs comme ça, vous savez à quel point c'est dur, c'est ancré dans la mentalité des gens, cette liberté qu'offre la voiture de circuler pour aller ailleurs. Donc, M. Ferrandez plus axé sur le milieu de vie, restez ici, à nos citoyens, nos résidents, nos habitants, nos résidents, on en prend soin, et puis si vous faites juste transiter par le plateau Mont-Royal, on va vous faire la vie dure. Bon, ça n'avait pas l'air d'un joueur tellement d'équipe hein, au niveau de Montréal. Maintenant, Projet Montréal, c'était la seule administration, les Rosemont Petite-Patrie aussi qui a un maire Projet Montréal, mais il n'a pas été élu sur cette bannière-là. Là. Donc, c'était le Château Fort, c'était même le seul lieu où Projet Montréal pouvait se vanter d'avoir raflé tous les sièges et être des vrais élus de Projet Montréal. Là. Maintenant, 4 nouveaux visages aux prochaines élections. Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. Je ne suis pas naïf là, au point de penser que stratégiquement, Projet Montréal se croisait les doigts en disant si on peut-tu mettre plus de la moitié de nos membres élus dehors, on va être mieux pour les prochaines élections. Ça n'a aucun bon sens comme argument, comme rhétorique. Là. Donc, ils sont malheureux de cette situation-là, disons-le comme ça. Et puis, leur façon de gérer ces petites affaires-là, moi, me laisse perplexe. Hein. Ils vont vite pour dire c'était pas des grands, c'était pas des compétents, ils arrivaient toujours en retard, n'étaient pas qualifiés pour ça. Madame Duplessis, elle est partie pour des raisons familiales. Là, bon, elle a fait un autre rhétorique. M. Bergeron, lui, quitte son siège pour aller se présenter à Ville-Marie parce qu'il dit que le maire de Montréal devrait se présenter dans l'arrondissement central et non pas dans un pauvre arrondissement périphérique comme le plateau Mont-Royal. Donc, quel rôle M. Ferrandez aurait dans une éventuelle administration dirigée par M. Bergeron? On se doute bien que ce serait un rôle important. C'est un politicien habile. Il va sortir de cette campagne électorale-là avec du moins l'étiquette de quelqu'un qui a soutenu M. Bergeron. À mon avis, ils n'ont pas joué les bonnes cartes là, de Projet Montréal, mais bon, je suis ni politicien ni stratège politique. C'est eux autres qui savent ce qu'ils font. C'est Mme Danielle Lorrain, qui est une comédienne, et M. Gilbert Thibodeau qui vont compétitionner pour le poste de maire. M. Thibodeau, si je pense qu'il est ingénieur, il a déjà d'expérience politique comme candidat. Il s'est présenté aux élections fédérales de 2011 sous la bannière du Parti libéral du Canada. Et politique municipale, il y a plus de 10 ans maintenant, en 1998, avec l'équipe de Jacques Duchesneau. Les enjeux de l'arrondissement et les enjeux du quartier aussi, on ira voir ça dans une émission subséquente de la CAN. Aujourd'hui, je tenais à parler de politique large, former une espèce de cadre, installer des espèces de bornes pour qu'on puisse échanger et puis aller un peu plus loin quand on va décider d'aller voir un enjeu, d'en avoir déjà parlé, puis d'avoir une espèce de background, quand même que vous avez manqué des bouts de cette émission-là. Moi, je peux assumer que j'en ai déjà parlé, puis je me sens plus confortable. J'évite d'avoir peur de déraper en vous disant ce que je pense, puis en m'éloignant un petit peu du script. Ils ont abandonné, à mon avis, le caractère qui les différenciait fortement des autres partis. Ils ont voulu dire c'est pas vrai ça qu'on est un parti que juste le monde sur le plateau peut voter pour. Excusez mon français, il est affreux ce soir. Ils ont été apportés par une soif de gagner et je pense que la candidature de Denis Coderre les pousse vers pas de l'amateurisme, mais les pousse vers une espèce de marginalité qu'ils auraient eu tout
intérêt, à mon humble avis, à éviter. Et une marginalité, en voulant dire, là, ils ne sont pas dans la course pour être un vrai maire de Montréal. Imaginez à quel point. J'ai rencontré M. Bergeron, il échangeait avec moi pendant 1 ou 2 minutes. Très, très, très sympathique, le monsieur, là, que je ne lui souhaite aucun mal. Mais il ne semble pas être dans la même joute que le parti de Denis Coderre. C'est dommage pour eux autres parce qu'ils ont travaillé 3-4 ans de temps pour bâtir ça. Ils ont mal joué leur carte visiblement pour dire ben, on va mettre M. Bergeron en avant, c'est le temps de nous sacrifier, ce qu'on est, ce qui nous a fait élire ici pour mettre M. Bergeron à l'avant puis dire on va mettre les coins doux, on va vendre un petit peu de politique du gris, hein, vous savez, ni noir ni blanc, ni noir ni blanc. Puis à un moment donné, du gris, il n'y a personne qui vote pour ça depuis Wilfrid Laurier, depuis que la face de Wilfrid Laurier, c'est bien de 5 piastres. L'intensité qu'ils ont développée, je vais manquer de temps, je vais tout de suite vider ma cassette puis je vous reviens. Mais depuis le mois d'octobre dernier, j'ai remarqué, ils ont essayé de montrer une image d'intensité Projet Montréal et ça n'a pas passé la rampe. En tout cas, de mon côté, ça n'a vraiment pas passé la rampe. Ça a passé un peu plus pour de la nonchalance puis à un moment donné, le capital de critiques qu'on entend à gauche puis à droite, vous savez, vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas administrer pendant 4 ans sans vous aliéner des gens, sans qu'il y ait des opposants. Puis les critiques, il traverse maintenant. Là. Il y a 2 ans, il y a des critiques qui ne se seraient pas rendus à M. Ferrandez maintenant. Donc, j'ai été interrompu, malheureusement. Là, je vais essayer de résumer ce que je disais très, très rapidement. L'émission s'étire un peu. Donc, au cours de la dernière année, pour Projet Montréal, moi, ce que j'ai remarqué, depuis octobre 2012, c'est probablement une coïncidence là, que ça fasse 12 mois, là, où c'est le départ de Carl Boileau qui m'a allumé quelque chose de Projet Montréal. Je ne le sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'on a essayé de nous vendre de l'intensité et que cette intensité-là ne passe pas la rampe. Je questionne leurs semaines de travail. Moi, j'ai l'impression que c'est des semaines de travail qui ont été mises à profit de la candidature de M. Bergeron comme maire de Montréal. Et puis, bon, je peux comprendre la logique de ça, mais je pense que si c'était une carte qui était dans la main de Projet Montréal, je pense qu'ils ont joué la mauvaise carte et qu'ils auraient beaucoup plus dû miser sur, c'est facile de parler 1 an plus tard, là, mais qu'ils auraient beaucoup plus dû miser sur leur recette du succès ici et essayer de l'étendre un peu ailleurs. Ils donnent un mauvais nom à la démocratie, la participation démocratique. À la démocratie participative, à la vie démocratique de ce ainsi Projet Montréal. Je vous dirais ça comme ça. J'en ai parlé de 2 secondes, c'est juste que j'ai été interrompu par le manque d'espace. La candidature de Marie-Claude est extrêmement intéressante compte tenu d'une éventuelle administration Bergeron. Si M. Bergeron est élu maire de Montréal, on peut s'attendre à ce que M. Ferrandez soit en périphérie du pouvoir, probablement en périphérie immédiate. Marie-Claude, qui arrive comme nouveau visage dans le Myland, je suis presque sûr qu'elle va être élue, va sans doute prendre beaucoup de place dans la prochaine administration sur le plateau Mont-Royal. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, évidemment, je pense que Projet Montréal gagnerait. Peut-être pas comme en rappelant tous les sièges, je vais y revenir dans 2 secondes. Restez avec le doute que 4 nouveaux visages sur une possibilité de 7, ça ne se peut pas que ce parti politique-là souhaitait ça comme scénario pour les élections 2013. Ça ne donne pas l'image d'une organisation qui s'est bâtie au cours des 4 dernières années, ça donne l'image d'une organisation complètement désorganisée. Comme je vous dis, moi, je vérifierai, je porterai mon attention sur la candidature de Marie-Claude. Si elle est élue, donnez-lui 12 à 24 mois, vous allez voir, elle va faire de l'ombre aux autres élus de Projet Montréal sur le plateau, parce qu'il va y en avoir d'autres élus de Projet Montréal sur le plateau, peu importe le résultat des élections. M. Ferrandez va sortir de tout ça avec l'image d'un chef c'était pas le chef de parti, mais c'était le maire de l'arrondissement plateau Montréal, avec l'image d'un soldat qui est rentré dans les rangs pour valoriser la candidature de son chef. Maintenant, c'est sa première vraie chance à avoir l'air, à avoir la politique, la représentation politique d'un homme de pouvoir. On va voir comment il va s'en sortir. Et puis, est-ce que c'est des élections gagnées d'avance? Non. Mais je pense que si des élections, comme je viens de vous dire, si des élections avaient lieu aujourd'hui, je pense que Projet Montréal remporterait le plateau Mont-Royal. La course serait chaude, risque d'être chaude dans le district Jeanne-Mance, c'est celui au sud de l'avenue Mont-Royal. Il y a des places où il va y avoir définitivement non seulement Coalition Montréal, la coalition de Marcel Côté, qui va enlever des votes à Projet Montréal,
mais aussi l'équipe de Nicodère là, qui présente une ancienne candidate, une ancienne élue de ce même district-là. Dans le Myland, j'ai l'impression que Richard Ryan, Marie Plourde vont remporter assez facilement leur course. Il se pourrait, il y a eu, évidemment, on ne peut pas administrer pendant 4 ans là, sans avoir un nombre grandissant d'opposants. Vous avez beau plaire à beaucoup de monde, à un moment donné, il y a de plus en plus de personnes que vous déplaisez, parce que c'est ce que je vous disais à propos de la politique du gris, il n'y a pas moyen toujours de viser en plein milieu sans justement se faire accuser après ça d'avoir rien fait. Moi, je trouve ça étonnant, là, par exemple, que des semaines de 40 heures de travail aient mené au type de réalisation où on nous vante qu'on a travaillé très fort pour accomplir là, du côté de Projet Montréal. J'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à rafler tout dans Plateau Mont-Royal aux prochaines élections du 3 novembre. Bon, de toute manière, la candidature de Denis Coderre renvoie tout ce beau monde-là, y compris l'administration Ferrandez et Marcel Côté et sa coalition, à la table à dessin, à apprendre comment faire en temps de campagne électorale. Projet Montréal, en plus, doit apprendre à vivre, et puis je pèse mes mots, là, et faire le ménage dans sa culture institutionnelle. C'est tous ceux et celles qui débarquent de la barque de Projet Montréal sont des incompétents. Alors, je demande à savoir la qualité de ceux et de celles qui restent. Vous ne me ferez jamais à croire que l'administration ferrandaise ou même Projet Montréal souhaitait se lancer dans les présentes élections avec 4 nouveaux visages sur 7. Au départ, c'était juste M. Bergeron qui disait ça va avoir plus de bon sens, je me présente dans la Ville-Marie parce que c'est là que j'ai le plus de chances de me faire valoir comme étant habilité à occuper la place de maire de Montréal. Et puis, le parti parle de démocratie participative, ne s'affiche pas comme un exemple, puis parfois donne franchement des mauvais exemples de démocratie participative, que ce soit au sein de leurs membres ou que ce soit au sein de l'espèce de refus d'étendre ce pourquoi on les a élus aussi sur le plateau Mont-Royal à d'autres circonscriptions, à d'autres arrondissements. Évidemment, ça ne nous empêche pas de valoriser des modèles souples et des trucs comme ça, et dire que qu'est-ce qui est bon pour ce district-là n'est pas bon pour ce district-là, mais j'ai pas l'impression que l'intensité de dire on est en période électorale, puis c'est pour ça qu'on ferme notre boîte, là, que ça a passé la rampe. Les critiques qui ne passaient tout simplement pas qui n'atteignaient pas M. Ferrandez, là, 18 mois, je vous dirais, maintenant l'atteignent, et puis à un moment donné, M. Ferrandez, comme n'importe quel être humain, souffre de ces critiques-là, et puis ça nuit à son administration, et puis je pense qu'en bout du compte, ça nuit à la candidature de M. Bergeron. Bon, je vous ai dit mon humble opinion. Maintenant, si vous me permettez, je vais conclure l'émission sur un mot de la fin, une espèce de commentaire un peu plus éditorial. Je vais, comme je viens de faire là, faire la lecture afin d'assurer que je dis pas n'importe quoi. C'est pas un grand texte, c'est juste une fiche, je vais juste l'agrandir pour qu'elle soit lisible d'où je suis. Je vous parle, il me reste 1 minute à peu près avant de vider mon disque dur, là. 2 secondes des prochaines émissions. On va revenir régulièrement jusqu'aux élections, puis un petit peu après aussi sur ces élections municipales-là, sur quand j'ai eu raison, sur quand j'ai eu tort dans mes prédictions. On s'en va en élection, soyez enthousiastes, allez voter. C'est l'occasion de reconduire ou de renouveler vos assemblées, vos administrations publiques. Soyez au courant, la politique municipale a ses intérêts certains, a ses avantages certains. Il y a beaucoup de retard. Là, je ne fais pas une digression, je voulais vous en parler. Habituellement, on essaie de considérer les retards dans la production de blogs et d'autres choses comme des passifs. Maintenant, les passifs ont monté beaucoup, entre autres sur le blog du Myland. Je ne sais pas si ces passifs-là, on ne va pas tout simplement les remettre au calendrier grec. Je commence à travailler demain ou après-demain, je suis plus sûr, sur l'opération voie piétaille. Donc, j'ai l'impression que plutôt que d'augmenter ces passifs-là, ces retards-là de production, je vais les mettre au calendrier grec et puis on va enchaîner vers d'autres produits. Chose première, chose due, par contre, il y a 2 contenus sur Sherry Einstein qui s'en viennent pour vous autres qui aimez le blog du Myland et la prise en charge citoyenne et l'échelle de participation citoyenne de Sherry Einstein. On va essayer de faire des liens avec l'élection municipale qui viennent et puis on va sortir un petit journal qu'on appelle un e-journal avec une thématique sur la prise en charge citoyenne et en lien avec la fragmentation du système politique pour éviter que ça soit
sclérosé, et puis que dans 50 générations, on nous regarde en arrière et qu'on dise, mais là, ce monde-là pensait encore que la démocratie c'était aux 4 ans, puis qu'il y avait le droit d'aller voter une fois de temps en temps, puis que c'était ça un exercice démocratique, que ça c'était un exercice démocratique, puis que ça leur donnait une qualité de vie démocratique. Donc, pour éviter que dans 2-3 ans, dans 2-3 générations, les gens nous regardent comme des purs abrutis, ce que nous ne sommes pas. Je vide mon disque dur et je reviens avec le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute de la CAD. Mon nom est Daniel Quimper, je suis facilitateur du tourmalène.net. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, on s'en va vers le mot de la fin pour cette émission de la CAD. J'ai même pas parlé du district de Lormier. C'est celui qui est à l'est de Christophe Colomb, je pense. Oui, à l'est de Christophe, à l'est d'Henri Julien, en tout cas, disons à l'est de Saint-Denis, pour être sûr, mais je pense que ça commence à Christophe Colomb, le district de Lormier. 2 nouveaux visages sur une possibilité de 2 pour Projet Montréal. C'est Mesdames Mainville et Mesdames Giguère qui vont remplacer respectivement Madame Duplessis comme conseil, le siège qu'occupait Madame Duplessis, qui était conseillère pour la ville, et le siège de M. Boileau. M. Boileau qui se présente cette fois-ci pour la coalition Marcel Côté, la coalition de Montréal, Marcel Côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ce district-là. J'ai l'impression que ça va aller tout d'un côté ou tout de l'autre, là. Mais c'est comme pour le quartier Myland. J'ai pas l'impression que ceux qui vont voter pour Marie-Claude ne voteront pas pour Richard Ryan et vice-versa. Donc j'ai l'impression que si Carl Boileau réussit à aller rechercher sa base, il se pourrait y avoir des surprises et que tout l'est de l'arrondissement tombe aux mains de, par exemple, Coalition Montréal. Mot de la fin, je me permets de faire la lecture, OK, pour pas qu'on s'égare. C'est pas parce que je veux éviter les dérapages, ça, c'est vraiment juste pour pas qu'on s'égare. L'erreur de Projet Montréal aurait été de perdre confiance en leurs moyens. Probablement que ces moyens étaient insuffisants pour s'assurer d'une victoire aux prochaines élections. Je parle des élections du 3 novembre prochain. Mais ces moyens auraient pu continuer mais avec ces moyens-là, le parti aurait pu continuer de se construire comme un parti différent, plutôt que de se coucher et espérer que ces mêmes réalisations et ces mêmes candidats se fondent dans le décor et que la population votante échappe des X à côté de leur nom, en oubliant que leurs réalisations ont été faites pour le meilleur comme pour le pire dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Pas sur les tables à dessin, pas sur les tables à élaboration de programmes politiques et pas non plus en termes de campagne de communication, et que si le parti veut soudainement passer pour une espèce d'establishment de grande envergure, de grande notoriété, qui n'a que faire des petites mouches qui étaient pour le meilleur et encore une fois pour le meilleur et pour le pire, de véritables petits soldats pour eux. Je parle de ceux qui ont claqué la porte de Projet Montréal ou qui se sont fait mettre dehors là, ou qui passent à d'autres défis. Là. Mais c'était des gens qui soutenaient comme des petits soldats, comme de véritables soldats, leur entrepreneuriat politique. Puis leur entrepreneuriat politique, ils l'ont fait ici, dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Ils ne l'ont pas fait en essayant de dire que M. Bergeron serait le prochain maire idéal pour la ville de Montréal. Là. Leur réalisation, c'est ici qu'ils l'ont fait. Ils ont mal joué cette carte-là. Si l'on parle de politique large, Projet Montréal n'est tout simplement pas une organisation prête, à mon humble avis, pour former la prochaine administration publique de Montréal. En outre, parce que son organisation laisse à désirer. C'est une organisation qui qui semble être fortement désorganisée quand on sait qu'ici, Plateau Mont-Royal, Château Fort de Projet Montréal, Château Genèse de Plateau Mont-Royal, 4 nouveaux visages sur 7. Vous ne me ferez pas croire que c'est une stratégie politique pour présenter un nouveau visage à ce nouveau parti-là. Il ne faut pas charrier. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je m'excuse, je pensais vraiment réussir à tout faire ça en une demi-heure, puis j'en aurais pris encore 5-10 minutes. Je vais essayer de trouver un format d'émission là, où il y a un juste milieu entre l'idée qu'il faut jaser, essayer aussi d'intégrer peut-être un petit peu du divertissement, trouver un moyen qu'il y ait un peu de divertissement dans l'émission, que ce soit un vrai show de variété, une vraie émission du dimanche.
toujours conduite dans une perspective d'habitation communautaire. Soyez critiques. Vous êtes une concitoyenneté, toutes et toutes qui êtes à l'écoute présentement. Vous faites partie d'une concitoyenneté qui est particulièrement éduquée, qui est particulièrement bien informée et qui est particulièrement critique. Donc, vous êtes les idées, vous êtes le changement. Vous avez les moyens de provoquer ce changement-là, poser des questions à côté des scripts, fragmenter des arènes de débat et participer de la vie démocratique, refuser tout ce qui les soutiens de la démocratie aux 4 ans. Oubliez ça, on est chanceux d'avoir le droit de vote. Là. On a notre droit de vote, on ne veut pas le perdre, notre droit de vote, on veut juste vivre en démocratie 365 jours par année, puis partez à rire quand un politicien va vous dire « Ah là, c'est dans les mains des électeurs, à ce coup-là, j'ai plus rien à dire. » Ben non, la démocratie, c'est dans vos mains à journée longue. OK, je m'en vais. Merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Contactez-moi quand vous voulez, jaser, venez faire un tour à la CAD comme invité ou comme directeur des nouvelles. C'est vous qui allez choisir les nouvelles. Vous ferez la revue de presse à ma place. Si vous êtes militant pour un parti, puis ça vous tente de venir chanter les mérites de votre parti, je ne me mettrai pas trop dans votre chemin. OK, on s'en va. Bye bye. Merci d'être là.